Maurice Jean, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, lundi 31 mars, nous sommes donc le lendemain de résultat des élections municipales du second tour. Vous êtes un observateur de la vie politique. Quelles sont les leçons que vous tirez de ce second tour des municipales? Alors à mon avis, le fait le plus marquant, c'est quand même le niveau de l'abstention. Donc il était aux alentours de 37% au premier tour, si je ne me trompe pas, et 38% hier. C'est un record au niveau des municipales. Donc ça signifie qu'en fait, évidemment, une partie de l'électorat ne se reconnaît évidemment plus ni dans le PS ni dans l'UMP. Bon, les deux grands partis qui ont dirigé la France depuis une trentaine d'années. Mais au-delà de ça, c'est que tout simplement, les partis qui pourraient être considérés comme des alternatives, ou qui sont vus comme des partis anti-système ou contestataires, essentiellement le Front de gauche et le Front national, ne sont pas vus aux yeux de beaucoup de gens et aux yeux de beaucoup de Français comme des alternatives crédibles. Donc on assiste vraiment à une rupture extrêmement forte en fait entre une partie du peuple français, de l'électorat, et aujourd'hui l'oligarchie, ou tout simplement les élites françaises. C'est ce qu'on appelait, pour employer un terme latin, une sécessio plebis. C'est vraiment ça en fait à quoi on est en train d'assister. Et quelle forme ça va prendre, est-ce que ça va s'accentuer, c'est difficile à dire. Bon, je pense quand même que dans une partie de ces 38% d'abstentionnisme, pardonnez-moi, on trouve quand même notamment des électeurs du Front National qui ne sont pas allés se déplacer parce que tout simplement il n'y avait pas de liste dans leur ville. Et donc bon, ils ont préféré rester chez eux. Mais au-delà de ça, tout simplement, je pense que c'est une façon de renvoyer plus largement les élites à leurs chères études, même au-delà des élites politiques. Je pense que évidemment le monde journalistique est aujourd'hui vraiment profondément détesté, chroniqueurs, éditorialistes, ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion. Les élitocrates, on avait parlé des élitocrates. Voilà, ces gens-là sont vraiment profondément détestés aujourd'hui, pour ne pas dire haïs. La magistrature, je vous renvoie quand même à l'affaire du syndicat de la magistrature et du mur des cons. On a quand même vu un syndicat de magistrats qui était capable de placer sur ce tristement fameux mur des cons le père d'Anne-Lorraine Schmitt et le père d'une des victimes de Guy Georges. Donc, toutes ces choses-là, les Français s'en souviennent. À ajouter à cela la succession des affaires, des scandales politico-financiers. Bon voilà, on a un pays en fait qui est en rupture avec ses élites, mais ça va au-delà de ça aussi. On pourrait parler également des syndicats. Bon, tout simplement, il y a de nombreux Français, notamment des électeurs de gauche, qui ont vu une partie des syndicats signer l'accord national interprofessionnel qui pulvérise le CDI, le pacte de responsabilité, à l'exception de la CGT et de FO. Mais en même temps, il y a beaucoup de Français qui se disent « Oui, mais enfin bon... les syndicats globalement sont touchés par le scandale de l'UIMM. On sait que des valises ont arrosé un peu tout le monde. C'est ce que Gauthier Sauvagnat appelait fluidifier les rapports sociaux. Donc voilà, donc c'est en fait l'ensemble des élites françaises. Ah, j'oubliais quand même une caste très importante, le showbiz. Peut-être finalement la caste la plus déconnectée avec le peuple français. Il suffit de regarder une cérémonie des Césars pour s'en convaincre. Et notamment les récompenses lors de la dernière cérémonie des Césars. Et en fait, vous avez vraiment un peuple en fait qui ne se reconnaît plus du tout dans ce qu'il est convenu d'appeler les élites, qui n'en sont pas du tout en fait. C'est juste une bourgeoisie totalement décadente et aujourd'hui totalement insupportable, quoi. Alors, l'abstention ne permet pas de faire évoluer le processus politique. Quelle porte de sortie il peut y avoir pour ces désabusés de la politique? C'est très difficile à dire. Est-ce que ça va passer par une révolte ou au contraire on va voir l'abstention augmenter de plus en plus et finalement les différents dirigeants pourront continuer à gouverner avec un électorat, enfin finalement un nombre de suffrages exprimés qui sera de plus en plus faible, une mobilisation qui se réduira un peu plus à chaque élection, mais bon, de toute façon ils pourront continuer comme si de rien n'était. C'est faisable, c'est totalement faisable. Alors l'un des bénéficiaires de cette montée de la méfiance envers les politiques, c'est le Front National. Donc on a présenté cette élection comme un grand succès pour le Front National. Quelle est votre analyse de la chose? Est-ce qu'on peut modérer cette vision? Alors je pense que c'est à la fois une vraie percée et ça peut être un vrai danger pour le Front National en fait. Car gagner des mairies pour le FN,
c'est courir le risque, par exemple, de se voir couper des subventions du Conseil général, de la région. Donc s'ils veulent mettre en place un certain nombre de plans de leur programme, un certain nombre de points, s'ils ont des subventions coupées, c'est le risque d'augmenter les impôts locaux. Bon, Marine Le Pen visiblement a annoncé qu'elle serait intraitable sur le sujet, il n'y aurait pas d'augmentation des impôts locaux dans les communes dirigées par le FN. On verra si elle peut tenir sa promesse. Je pense qu'il est plus intéressant en fait pour le FN d'avoir des conseillers municipaux plutôt que des maires. Parce qu'en fait, pour les habitants d'une commune, d'une municipalité, un conseiller municipal qui est dans l'opposition peut s'opposer justement frontalement à une équipe dirigeante, à une majorité municipale. Tandis qu'un maire, lui, est redevable, il est comptable de son action. Et on sait très bien que bon, la sphère médiatique regardera à la loupe, scrutera à la loupe les résultats du FN. Donc ça peut être une victoire à la Pyrrhus. Et en plus, un certain nombre de points fondamentaux du programme du Front National, notamment ce qu'ils appellent la préférence nationale ou la priorité nationale, n'est pas applicable à l'échelon municipal. Parce que ça ne peut se faire... Enfin, il ne peut y avoir ça qu'après une transformation de la législation à l'échelle nationale. Donc c'est très complexe en fait pour eux. Donc bon, évidemment, il y a une percée du Front National. On peut parler désormais d'un frontisme municipal, ou en tout cas à l'état plus ou moins embryonnaire, mais il est réel aujourd'hui. Est-ce que ça prévoit des lendemains qui chantent pour le FN? Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Est-ce que le FN, du coup, n'est pas en train de devenir un parti de masse à l'image de ce qui se passe avec l'UMPS Je pense qu'on aura une indication peut-être plus réelle de cela pour les européennes. Parce que là, toutes les voix comptent. C'est des scrutins, donc c'est scrutin proportionnel, sans scrutin proportionnel. C'est 8 super-régions à l'échelle de la France. Donc là, je pense qu'on se rendra réellement compte de l'état... Enfin non, à quel niveau se situe le Front National. Bon, pour l'instant, les sondages, avec toutes les pincettes avec lesquelles il faut les prendre, indiqueraient un Front National deuxième, juste derrière l'UMP, environ à 22%. Donc il tannerait l'UMP, voire peut-être sur certaines enquêtes d'opinion, il était même en tête. Bon, ça ouvre d'autres perspectives dont on pourra parler après, notamment sur ce que devra faire François Hollande si jamais le FN sort vainqueur des européennes. Alors on va peut-être pouvoir parler d'autres forces politiques. Des autres partis, oui, évidemment. Ouais. On pourrait commencer avec les Verts, EELV. Oui, alors Europe Écologie Les Verts a fait un résultat vraiment intéressant, notamment au premier tour. Ils avaient un peu plus de 200 listes et ils ont fait, je crois, 11,86% de moyenne. Donc ce qui est un résultat très intéressant pour eux. Je crois que ça s'explique par 3 phénomènes essentiellement, voire 4 peut-être. Le pic de pollution qui a eu lieu quelques jours avant le premier tour, qui a certainement bénéficié à EELV. La commémoration du premier anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Et enfin, on va parler d'un vote de gauche anti-PS. Donc on a vu, notamment Cécile Duflot, qui s'est très souvent opposée à la ligne Hérault, sans démissionner évidemment. Mais en tout cas, dans la tête de nombreux électeurs de gauche, EELV était vu comme une opposition crédible et comme un parti capable de provoquer une inflexion de la ligne Hollande. Voilà. Et j'entendais placer ce matin à la radio qui annonçait déjà que le pacte de responsabilité était mort-né. Voilà. Peut-être une 4e possibilité, l'opposition gaz de schiste. C'est une possibilité auprès de certains électeurs. L'aéroport de Notre-Dame. Et l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous avez tout à fait raison. Ouais. Exactement, et ça a certainement joué un rôle également. Alors François Bayrou et le Modem, François Bayrou était réélu. Élu. Oui. Il avait échoué 2 fois à Pau, donc il a été élu cette fois-ci. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait il se passe quelque chose dans l'Ouest. Enfin, il ne se passe rien en fait dans l'Ouest, j'ai envie de dire. Rien qu'il ne soit comme d'habitude. Juppé a été réélu haut la main au premier tour à Bordeaux. Et donc Bayrou à Pau. Je pense que les médias vont nous concocter un ticket gagnant, Juppé à l'Elysée, Bayrou à Matignon. D'ailleurs, Juppé hier soir disait se réjouir et se féliciter de la victoire de Bayrou à Pau, comme si de rien n'était. En fait, voilà, c'est la bourgeoisie de l'Ouest
on va dire pour faire court, de centre droit ou démo-chrétienne. En fait voilà, c'est à peu près tout ce qu'il reste de ce centrisme, on va dire. Comment on pourrait le qualifier d'ailleurs? Aujourd'hui jupéo-bayrouiste, quoi, voilà, mais avant c'était le Canuet, quoi. Voilà, Et concernant le Parti Socialiste Ah bon, voilà, c'est très facile à faire, hein. La déroute a quand même été assez impressionnante. Ils ont perdu. Alors, hier soir, ils annonçaient 155 villes perdues. Aujourd'hui, je crois qu'on était à près de 170. Donc, il y a quand même eu des défaites historiques. Limoges, ça faisait plus d'un siècle que Limoges était à gauche. Une partie en fait de la ceinture rouge, ce qu'il restait encore des derniers bastions rouges, a également basculé. Bobigny. Enfin bon, là c'est le PCF évidemment, hein. Excusez-moi, je déborde un peu. Mais comme le PCF a fait largement campagne avec le PS, ça lui a coûté d'ailleurs très cher. Ils ont perdu Bobigny, Bobigny est passé à droite, ils ont perdu le Blanc-Ménil, je crois. Il me semble qu'ils ont perdu également Saint-Ouen. Donc c'était quand même des bastions rouges. Et je crois que le PCF a payé très cher en fait sa campagne commune avec le PS. D'ailleurs le parti de gauche, donc quand le Front de gauche a fait campagne seul, il s'en est beaucoup mieux sorti que le PCF allié au PS. Voilà. Mais bon, Pierre Laurent a fait ce choix-là et une partie du PCF l'a fait. Je pense qu'ils l'ont payé très cher. Bon, ils ont sauvé quelques municipalités, évidemment, quelques mairies, quelques sièges de conseillers municipaux, mais globalement, en fait, ça n'a fait que prolonger le déclin qui semble désormais inexorable de l'électorat communiste en France. Oui, bah alors le Front de gauche, c'est un peu compliqué pour eux parce que bon, c'est un attelage baroque, hein, le Front de gauche, hein, donc c'est le parti de gauche plus le PCF. Et leurs intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. Clairement, les gens qui sont parti de gauche sont souvent des anciens du PS, qui sont en rupture avec le PS parce qu'ils le jugent trop libéral, trop inféodé à la finance, trop soumis au MEDEF. Et on a le PCF qui, lui, est effectivement sur ces positions-là, mais en même temps est devenu un parti d'apparatchik et est attaché encore un minimum à son communisme municipal. Et donc ça reste une espèce de remorque, de voiture-balai du PS pour être sûr de conserver quelques mairies et quelques sièges de conseillers municipaux. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça leur a coûté très cher. Et en fait, je me demande si le Front de gauche va réellement durer parce que entre une partie des Mélenchoniens qui veulent, eux, une rupture très nette et une attaque frontale contre le PS, et un PCF qui est très timoré, ça ne va pas durer très longtemps, je pense. Surtout que le Front de gauche peut faire un très bon score aux européennes. C'est normalement une élection qui est faite pour eux, comme le FN d'ailleurs. Et je pense que le Front de gauche pourrait tabler sur un 10% très facilement. S'ils rompent de façon un peu plus brutale et un peu plus, je dirais, radicale avec certains dogmes européistes, ils peuvent faire un très bon résultat. Mais est-ce que l'alliance PCF, parti de gauche, donc le Front de gauche, va pouvoir tenir? Ça, c'est pas du tout garanti. Hein. Dans les forces politiques émergentes, il y a des candidats de Debout la République qui ont fait des scores assez impressionnants. Je crois que Nicolas Dupont-Aignan a été réélu par exemple, à 77%. Hier, c'est ça, ouais. À 77%. Debout la République apparaît comme une alternative de plus en plus crédible au Front National. Comment vous analysez cette force naissante? Bah, on verra à l'épreuve des faits. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'une ligne comme ça, quand même, puisse émerger. Je pense que là, c'est pareil. C'est difficile de juger pour le moment. Est-ce que ça sera juste une force, par exemple, communale ou est-ce qu'ils pourront arracher des sièges au conseil régional un jour? Enfin, disons, avoir une force un peu plus nationale, ou est-ce qu'ils sont condamnés à avoir arraché quelques communes comme ça? C'est difficile à dire pour l'instant, tout dépend de l'élan qu'ils donneront à leur campagne, quoi. À leur future campagne. On a parlé de l'UMP en filigrane avec Juppé, mais du coup, à l'échelon national, quel est le résultat de ces municipales pour l'UMP? Oui, bon, on a le classique retour de balancier, donc les gens n'en peuvent plus du PS, ils votent pour l'UMP, bon, on a l'habitude, ça fait 30 ans que ça dure. Que dire, bon, une partie évidemment, alors ils disaient tous hier sur les plateaux de télé, aucun triomphalisme, surtout pas de triomphalisme, on voyait dans le regard et dans le sourire qu'ils jubilaient tous. Je pense qu'ils se voient déjà de retour aux manettes en 2017. Visiblement, selon certains calculs, ils récupéreront déjà le Sénat, ça c'est déjà fait.
Mais en même temps, je pense que des déchirements sont possibles à l'UMP dans les prochains mois, voire les prochaines années. Entre Fillon, Copé, Sarkozy qui voudra revenir si il arrive à se débarrasser de tous ces démêlés judiciaires, ils sont quand même nombreux. Donc bon, l'UMP, quelle ligne en même temps? Est-ce que c'est la ligne Raffarin, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Juppé qui va l'emporter, ou la ligne droite forte buissonnienne, ou voire droite populaire? Alors comment ils vont satisfaire également une partie de leurs électeurs, puisque 40% apparemment de leur électorat souhaitent des accords avec le Front National à plus ou moins long terme, voire à plus ou moins court terme. Donc l'UMP peut très bien imploser. D'ailleurs, s'ils ne finissent pas en tête aux européennes, je fais le pari qu'il y aura une grave crise au sein de l'UMP. Pronostic engagé là. Et en conclusion, donc il y a un remaniement qui se prépare, et là on vient de savoir que Manuel Valls va être le nouveau Premier ministre. Alors apparemment oui, à l'heure à laquelle nous parlons, Manuel Valls est pressenti pour être à Matignon. Hérault aurait donné sa démission. Donc là on peut se demander à quoi joue Hollande, parce que soit en fait il a envie de carboniser Valls en 6 semaines avant les européennes, puisqu'une déroute, une nouvelle déculottée est quand même fortement envisageable pour le PS d'ici 6 à 8 semaines. Donc peut-être qu'il a envie de carboniser tout simplement Valls, c'est également une possibilité, ou il a clairement envie de faire comprendre aux Verts, vous n'êtes plus les bienvenus dans mon gouvernement, puisque vous m'avez fait comprendre que si Valls était à Matignon, vous ne participeriez plus. Je sais pas, c'est difficile à savoir en fait qu'est-ce qu'il a en tête. Moi je pensais qu'il allait conserver Hérault, histoire de finir de le bousiller entre guillemets pour les 6 prochaines semaines, et de partir sur un nouveau gouvernement juste après les européennes. Mais apparemment c'est pas ce qu'il a prévu. Alors à moins qu'il ait un plan en tête, mais enfin bon, je vois pas vraiment lequel. Après bon, sur le fond, Manuel Valls quand même, bon, il est très apprécié d'un grand nombre de Français, mais il est détesté de beaucoup d'autres, et ils sont de plus en plus nombreux. Entre les opposants au mariage pour tous, l'affaire de Delaunay évidemment, avec la grotesque affaire de la quenelle, une partie des électeurs de gauche qu'il juge de façon tout à fait logique beaucoup trop libérale. Donc bon, est-ce qu'il a envie d'énerver encore un peu plus les Français? Parce que là finalement, en voyant arriver Valls, il énerve les écologistes. Enfin, en mettant Valls à Matignon, il énerve les écologistes, il énerve la gauche de la gauche, il énerve les opposants au mariage pour tous, il énerve les fans de Dieudonné, et finalement il énerve tous ceux qui sont attachés aux libertés publiques et qui s'inquiètent par exemple des journalistes qu'il a mis sur écoute pendant des mois. Sans parler évidemment de la rocambolesque affaire Vikernes, de la détention de Nicolas Bernerbus. Voilà, donc mettre ce personnage à Matignon, c'est quand même très inquiétant, quoi. Alors apparemment, bon là c'est toujours à l'heure à laquelle nous parlons, il y avait d'autres rumeurs qui circulaient, mais ce n'était pas encore sûr. On parlait de Delanoë à Beauvau, alors là si évidemment ça se fait, ce sera pour satisfaire Taubira, et une partie de la magistrature, évidemment. Parce que là évidemment il n'y aura pratiquement plus de différence en fait entre la place Beauvau et la place Vendôme, sur le fond. Bon, il y a, entre Valls et Taubira, c'est qu'il y a quand même eu des... moins pour le papier, quoi, ou pour l'image, il y a quand même un certain nombre de désaccords, apparemment, qui ont été affichés. Si il se confirme que Delanoë est à Beauvau, il n'y en aura plus. Eh bien, Maurice Gendre, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup à vous. l'Agence Infolibre. Je rappelle que vous contribuez donc au site scriptoblog.com. Merci beaucoup, au revoir.